Bonjour, cette vidéo a pour objet de présenter le modèle macroéconomique d'un pays que nous avons utilisé. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la macroéconomie? C'est une partie de la science économique qui s'intéresse aux quantités globales, le produit intérieur brut, l'investissement, la consommation, quantité agrégée au niveau d'une région, d'un pays ou d'un groupe de pays et à leurs relations. Elle a souvent pour but d'éclairer la politique économique. Ceci est une définition que nous devons au dictionnaire d'économie et de sciences sociales, publié sous la direction de Claude Daniel et Chaudemaison chez Nathan en 2013. Alors, qu'est-ce qu'un modèle? Nous avons déjà indiqué que nous remonterons à la définition de modèle d'Ivan Minsky, que nous allons commenter d'ailleurs. Il indique, pour un observateur, un objet M est un modèle d'un objet O dans la mesure où l'observateur peut utiliser M pour répondre à des questions qui l'intéressent au sujet de O. Cette définition est très pertinente. Nous essaierons de montrer qu'elle nous a servi à définir notre modèle. Le modèle macroéconomique simplifié d'un pays représente le système d'information de son système macroéconomique avec, d'une part, les agrégats macroéconomiques classiques que nous avons évoqués, représentés avec des concepts, et d'autre part, les mécanismes macroéconomiques classiques, généralement régis par des lois de la macroéconomie et que nous traduirons avec des règles dans le modèle. Nous avons recherché un modèle macroéconomique simplifié d'un pays. À notre grand étonnement, nous n'avons pas trouvé un tel modèle. Donc nous avons dû en créer un en intégrant d'une part des agrégats macroéconomiques classiques, d'autre part des mécanismes macroéconomiques, y compris des relations qui existent entre deux agrégats macroéconomiques classiques, publiés pour certains par d'éminents économistes, dont des lauréats de prix Nobel, mais aussi par des experts en environnement. Nous soulignons que seuls les principaux agrégats macroéconomiques et les principaux mécanismes macroéconomiques sont représentés dans le modèle simplifié. C'est toujours la substantifique moelle que nous avons déjà citée dans l'introduction de la chaîne France 2017-2021, économie-environnement. Quelles sont les sources du modèle macroéconomique d'un pays que nous avons créé? Tout d'abord, nous venons l'indiquer, l'économie. Loi de la macroéconomie, mais aussi l'économétrie, c'est-à-dire l'étude quantifiée des phénomènes économiques. L'environnement, avec des règles, dont certaines ont été citées dans une vidéo de la chaîne France 2017-2021, Économie et Environnement. Ces propositions émanent d'économistes, d'experts en environnement, mais aussi de politiques. Et il faut reconnaître que certaines de ces règles, certaines de ces lois émanent aussi du bon sens. Comment est représenté le modèle macroéconomique? D'une part, avec des notions de base mathématiques, fonctions mathématiques, quelques statistiques élémentaires, quelques notions élémentaires de recherche opérationnelle que nous avons déjà citées, et en informatique, des formalismes de représentation des systèmes experts. Nous avons déjà cité le produit intérieur brut, qui est un macro-agrégat économique fondamental. Comme nous allons l'utiliser à de nombreuses reprises, nous préférons le définir. Pour ce faire, nous utilisons une définition de l'INSEE, qui dit que le produit intérieur brut donne une mesure des richesses nouvelles créées chaque année par le système productif et permet des comparaisons internationales. Il correspond à la somme des valeurs ajoutées brutes, nouvellement créées par les unités productrices résidentes, une année donnée, évaluées au prix du marché. Son évolution en volume, c'est-à-dire hors effet de prix,
mesure la croissance économique. Donc nous soulignons ceci, à savoir que la croissance économique, qui est un pourcentage bien sûr, mesure l'évolution du PIB d'une année N par rapport à l'année N-1. Représentons le modèle macroéconomique d'un pays. Nous venons de parler de produit intérieur brut, le voici, représenté avec un concept sous forme d'un rectangle. Nous avons parlé de la croissance, puisque la croissance représente la variation du produit intérieur brut. La croissance a une incidence considérable sur le chômage, et ceci nous le devons à l'économiste Okun. Examinons la relation entre la croissance du PIB et le chômage que l'économiste Arthur Okun a mise en évidence. En l'appliquant à la France, dans les circonstances actuelles, l'économie engendrerait pour chaque point de croissance du PIB, supérieur à un seuil qui se situe autour de 1,5%, la création de 150 000 emplois, inférieur à 1,5%, la destruction de 150 000 emplois de catégorie A en France métropolitaine. Si nous représentons ce phénomène avec un petit graphe, avec en abscisse le taux de croissance du PIB, en ordonnée le nombre de chômeurs et au centre 1,5% de croissance, nous pouvons représenter le fait que si le taux de croissance est à 2,5%, l'économie permet de créer 150 000 emplois, c'est-à-dire de réduire le nombre de chômeurs de 150 000, alors que si le taux de croissance est à 0,5%, l'économie engendre 150 000 chômeurs de plus, c'est-à-dire la destruction de 150 000 emplois. Attention, il n'y a pas que le taux de croissance du PIB qui a une incidence sur le chômage. Nous citons ici en particulier l'incidence de la variation de la dépense publique, dont une baisse engendre une destruction d'emplois, parce que généralement la baisse de la dépense publique est accompagnée de non-renouvellement d'emplois publics, et une augmentation engendrerait une création d'emplois, parce que généralement, une augmentation de la dépense publique est accompagnée de création d'emplois. Et le chômage a une incidence sur l'inflation, donc vous voyez qu'ici il y a une boucle de rétroaction qui n'est pas simple, incidence que la loi de Phillips, que nous allons examiner, d'ailleurs étendue, a mise en évidence. Alors, l'économiste William Phillips a énoncé une loi, à savoir qu'il existe une relation inverse entre le taux de chômage et le taux de croissance du salaire nominal. Loi inverse que nous représentons par cette courbe et qui montre bien que plus le chômage augmente, moins le taux de croissance du salaire minimal en pourcentage augmente. Cette loi de Phillips a été étendue par deux prix Nobel, Paul Anthony Samuelson et Robert Merton Soulow, qui ont énoncé le fait qu'il existe une relation inverse entre le taux de chômage et le taux d'inflation. Relation inverse que nous avons d'ailleurs utilisée. Donc complétons notre modèle, les dépenses publiques. Les dépenses et les recettes de protection de l'environnement qui réduisent les dépenses publiques. Les recettes publiques, sachant que bien sûr la différence entre recettes publiques et dépenses publiques permet de calculer le déficit, exceptionnellement l'excédent public, déficit d'une année N qui vient se rajouter au montant de la dette de l'année N-1 pour calculer la dette publique de l'année N. Nous avons déjà vu que les dépenses publiques ont une incidence sur le chômage, mais elles ont aussi une incidence sur la croissance, et réciproquement d'ailleurs. La croissance a elle-même une incidence sur les recettes publiques,
Et la croissance a une incidence sur les dépenses et les recettes de protection de l'environnement. Point que nous avons cité dans la vidéo sur l'environnement dans la chaîne France 2017-2021 Économie Environnement. Si nous rajoutons la partie que nous avons déjà construite du modèle à la partie que nous venons de construire, nous obtenons ceci. Alors, quels sont les principaux facteurs macroéconomiques sur lesquels les dirigeants politiques peuvent agir? D'une part, ils peuvent agir sur les taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire sur les taxes, les impôts, les cotisations, qui ont une incidence sur l'inflation, et donc sur le pouvoir d'achat, sur la consommation des ménages, sur la croissance, mais aussi sur la compétitivité, et donc sur les exportations. Ils peuvent agir aussi sur les taux de prélèvement obligatoire sur les produits et les services qui protègent l'environnement, à savoir que s'ils baissaient un peu plus les taux de prélèvement obligatoire sur ces produits, peut-être que ces produits seraient plus consommés, plus utilisés. Quelle est l'incidence des prélèvements obligatoires sur les recettes publiques? Première solution, calculer cette incidence proportionnellement aux variations des taux des prélèvements obligatoires. Deuxième solution, utiliser la courbe de Laffer. Laffer est un économiste américain renommé qui a influencé en particulier la politique économique de Donald Reagan, alors président des États-Unis. Que dit cette courbe? Si nous regardons ici en abscisse le taux d'imposition et en ordonnée les recettes fiscales, quand le taux d'imposition augmente jusqu'à un optimum ici T étoile, les recettes fiscales augmentent. Et au-delà de cet optimum, quand le taux d'imposition continue à augmenter, les recettes fiscales baissent. Nous avons étendu l'application de la courbe de Laffer à l'ensemble des prélèvements obligatoires. Les taxes, les impôts, les cotisations. En considérant que les recettes des prélèvements obligatoires étendent les recettes fiscales et que le taux des prélèvements obligatoires étend le taux d'imposition. Nous avons fait des études avec ces deux solutions et dans l'intervalle des taux de prélèvements obligatoires que nous avons étudiés, nous avons conclu que la solution de calcul de la variation des prélèvements obligatoires proportionnellement aux variations des taux de prélèvement obligatoires était plus précise qu'en utilisant la courbe de Laffer. Donc ici, nous représentons donc la relation entre taux de prélèvement obligatoire et recettes publiques avec les deux solutions que nous venons d'évoquer. Quelles sont les situations possibles d'un pays par rapport à une union économique, en ce qui concerne la France, l'Union européenne, et où une zone monétaire, la zone euro bien sûr en ce qui concerne la France, et où une zone commerciale? Tout d'abord, première situation, un pays ne fait pas partie d'une Union européenne ou d'une zone monétaire ou d'une zone commerciale. Ensuite, il peut entrer dans cette union, cette zone monétaire ou cette zone commerciale et en faire partie. Autre cas, un pays qui fait partie d'une union économique ou d'une zone monétaire ou d'une zone commerciale en sort. C'est évidemment ce qui se passe actuellement pour le Royaume-Uni avec le Brexit. Voici ici représenté une décision que peut prendre un pays, je dirais les dirigeants d'un pays, à savoir par rapport à une union économique, une zone monétaire ou une zone commerciale, est-ce qu'ils envisagent, comme on vient de l'évoquer, de rentrer ou de sortir selon la situation. Ces situations ont une incidence considérable sur la dévaluation ou la réévaluation de la monnaie. En ce qui concerne le Royaume-Uni, en quelques mois, la baisse de la livre sterling a été d'environ 15 à 18% par rapport au dollar US et par rapport à l'euro.
d'évaluation et réévaluation qui ont une incidence sur l'inflation, et d'évaluation et réévaluation qui ont des incidences sur la compétitivité, donc sur les exportations, avec retour sur d'évaluation et réévaluation, comme indiqué ici. Et selon le cas, ces incidences d'évaluation et de réévaluation, donc selon les situations que nous avons examinées, sont celles-ci. Nous n'allons pas les traiter l'une après l'autre. Ensuite, il est possible qu'un dirigeant politique décide d'augmenter ou de réduire les dépenses publiques. Cela, bien sûr, a une incidence directe sur les dépenses publiques et il est nécessaire d'examiner une autre décision parallèle à cette augmentation ou cette réduction des dépenses publiques qui est quel est le pourcentage de cette variation de la dépense publique affecté à la création ou la suppression d'emplois publics, avec bien sûr une incidence sur les emplois collatéraux, en particulier dans le privé. En ce qui concerne les fraudes fiscales et sociales qui ont une incidence sur les recettes publiques, les dirigeants politiques ont la possibilité d'agir sur les taux de recouvrement des manques à gagner avec des procédures plus ou moins contraignantes. Il est à noter que plus les taux de prélèvement obligatoire augmentent, plus ces fraudes augmentent, ce que représente la relation 9. La corruption, qu'il est très difficile de chiffrer, avec là aussi la possibilité pour les dirigeants d'essayer de régler un taux de recouvrement des manques à gagner dus à la corruption, le patrimoine public au sens large du terme, avec la possibilité pour les dirigeants politiques d'un pays d'acheter, de vendre les parts de ce patrimoine public, de louer, mais aussi d'acheter et de vendre des actions dans des sociétés, voire même des fonds, de l'or. Et ensuite, fait très important, il est possible avec ce modèle de régler les délais des effets retards des décisions que les dirigeants politiques prennent. Ces délais sont difficiles à préciser, mais le modèle et donc le simulateur qui implante ce modèle permet de les régler, que ce soit pour les recettes publiques, que ce soit pour les dépenses publiques de différentes natures. Le modèle macroéconomique simplifié d'un pays que nous avons élaboré est, il faut le reconnaître, assez complexe. Et pourtant, nous n'avons tenu compte que de l'essentiel, c'est-à-dire des agrégats macroéconomiques, des mécanismes macroéconomiques fondamentaux. Le modèle étant un modèle macroéconomique, ne gère pas directement les incidences des décisions de dirigeants politiques concernant les revenus des ménages, les salaires, les seuils tels que le SMIC, la durée de travail hebdomadaire, les pensions de retraite, les allocations chômage et familiales, les minima sociaux, etc. Ni les modalités de remboursement de la dette publique, refus ou non de rembourser totalement ou partiellement et renégociation de la dette, ni la création et la suppression d'emplois aidés, ni les dépenses de recherche et de développement, ni les dépenses d'aide aux investissements des entreprises, mais les incidences de ces décisions sont prises en compte d'une manière macroéconomique dans la gestion de la dépense publique. Pour les mêmes raisons, le modèle macroéconomique ne gère pas directement la répartition entre dépenses pour les emplois publics et autres dépenses, mais le modèle gère les pourcentages des augmentations et des réductions de dépenses publiques à affecter à la création ou la suppression d'emplois publics et collatéraux. Utilisation du modèle macroéconomique d'un pays par le simulateur SIMP3. Tous les agrégats macroéconomiques
et tous les mécanismes macroéconomiques représentés dans le modèle sont implantés dans le simulateur qui a été utilisé pour simuler les situations économiques et environnementales de la France sur la période 2015-2018, situations qui sont publiées dans mon livre et qui a été utilisé pour simuler les situations de 2017 à 2021, simulations qui sont publiées dans la chaîne France 2017-2021, économie, environnement, et dans les chaînes présidentielles 2017, meilleurs programmes économiques et environnementaux, et présidentielle 2017, classement des programmes. Le modèle macroéconomique d'un pays, et en particulier les règles de ce modèle, sont présentées, sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.